S'il vous plaît, on va donc commencer cette séance de l'après-midi. Et donc, merci à tous d'être là. Donc, on a l'immense plaisir et privilège d'écouter donc Étienne Gis, qui est un très grand mathématicien, qui m'a beaucoup appris. Donc, je suis très heureux qu'il ait pu venir aujourd'hui et qui a inspiré des générations de mathématiciens, de mathématiciennes et de jeunes comme vous. Donc vous avez une très grande chance de pouvoir écouter son exposé et qui sera sûrement fascinant et qui vous suivra peut-être dans toute votre vie. Donc Étienne, voilà. Après ça, il faut... Merci beaucoup. Alors, avec une introduction pareille, c'est pas facile de tenir la route, hein. Je suis très content d'être face à vous. Vous êtes tous lycéens, lycéennes. En quelle classe êtes-vous? Cinquième. En quoi? Cinquième. En cinquième. Voilà. Voilà. Alors, est-ce qu'il y en a qui sont en... Sinon, ils sont tous en première terminale. Est-ce qu'il y en a qui sont en sixième? Non? Plus jeune. Voilà. Et comment ça se fait que tu es là aujourd'hui? Je suis partie du club de maths. Ah, d'accord. Bon, bonjour à tous. Écoutez, encore une fois, je suis ravi. Je vais vous parler de maths. Je vais vous montrer des images. Et j'ai essayé de vous expliquer comment le mathématicien que je suis voit des choses avec des yeux de mathématicien. Et en fait, j'ai préparé 3 choses à vous montrer. Je ne crois pas que j'aurai le temps de vous montrer les 3, mais au moins 2. La première chose que je voudrais vous montrer, c'est ce que vous avez là sur l'écran. C'est ce que j'ai vu dans un musée, pas loin d'ici, à Aix, il y a quelques années. C'est une œuvre d'art qui m'a scotché, vraiment scotché. Alors, regardez de quoi il s'agit. Ah, les commandes ne marchent pas. On rentre dans une pièce complètement obscure et on voit ça. On voit des cercles lumineux qui se dessinent dans le noir, qui n'ont l'air d'être matérialisés par rien. Et ce qui est le plus impressionnant, c'est que quand on marche dans la pièce, ces cercles bougent. Je vais vous montrer ce que ça donne. On marche dans la pièce et ces cercles se déforment en permanence. On tourne autour de cet objet et on voit les lumières qui s'allument et qui dessinent ces cercles. Alors moi, comme mathématicien, je vois ça, je me dis, mais pourquoi c'est des cercles? Qu'est-ce que c'est? À quoi ça correspond? Et ça va être mon premier challenge aujourd'hui, d'essayer de vous expliquer comment je regarde ça et comment on essaie de comprendre ce phénomène de ces lumières qui s'allument dans le noir. C'est vraiment, moi, je trouve très, très beau. Alors, c'est une artiste serbe qui s'appelle Ivana Frank, et le titre de l'œuvre, c'est « From the faraway past and from the future ». Ne me demandez pas pourquoi, mais enfin, c'est comme ça que ça s'appelle. Alors, de quoi s'agit-il? Alors, vous avez compris que ça parle de lumière, et je vais vous faire un mini-cours sur la lumière. La lumière, c'est très compliqué aujourd'hui, on y pense en termes de mécanique quantique et des choses très savantes, mais je vais vous raconter des choses très très anciennes sur la lumière, et on va faire un cours sur la préhistoire de la lumière. Il y a très très longtemps, il y avait 2 théories sur la lumière. La première, je vais vous la donner, je suis sûr que vous serez surpris. Pendant très 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 longtemps, les gens pensaient que la lumière sortait de nos yeux pour aller vers les objets. Tous les gens pensaient ça. Et à vrai dire, les enfants pensent souvent ça. Et nous-mêmes, quand moi j'ai pris des cours de physique, tout ça, je sais que ce n'est pas vrai, mais je ne peux pas m'empêcher de penser que ça vient de moi, que la lumière part de mes yeux. Et il a fallu attendre très longtemps. Vous avez dans des grands mathématiciens comme Euclide ou Ptolémée, donc dans les temps anciens, ils professaient que la lumière émanait de l'œil. Il a fallu attendre près de 1000 ans, en fait, pour qu'on comprenne que c'est le contraire, que la lumière vient des objets et va dans notre œil. Et en fait, c'est un scientifique, un savant arabe qui s'appelle Al-Hazen, qui a établi ceci d'une manière assez indiscutable d'ailleurs, parce que la preuve, elle est très simple. Si la lumière sortait de nos yeux, eh ben, on verrait la nuit. Hein. Donc c'est un argument tout à fait solide. Ça se passe donc du côté autour de l'an 1000, et il a fallu attendre encore un peu plus. Johannes Kepler, le grand astronome, mathématicien, qui faisait beaucoup de choses, l'un des fondateurs de l'optique,
il a fondé ce qu'on appelle aujourd'hui l'optique géométrique. Et le concept clé pour comprendre l'optique géométrique et la lumière, c'est celui de rayon lumineux. Ça, vous le savez déjà à peu près, la lumière, dans des conditions normales, suit des lignes qui sont des droites. Elle se déplace le long de droites qu'on appelle des rayons lumineux. Et l'optique géométrique, eh bien, les droites, on fait de la géométrie avec les droites. L'optique géométrique parle des droites lumineuses, des rayons lumineux. Voilà, j'ai fini mon cours sur la lumière. Vous voyez, je suis encore qu'au XVIe siècle. Si on voulait aller jusqu'au XXIe siècle, il y aurait des tas de choses à découvrir, la nature ondulatoire de la lumière, la mécanique quantique, toutes ces choses fabuleuses qui se sont passées après. Et aujourd'hui, on va faire de la géométrie très élémentaire et on va penser à la lumière comme des rayons. Alors, continuons. Le grand spécialiste qui a fondé tout ça, en tout cas l'un de ceux-là, c'est notre grand héros français, Descartes. Descartes, vous le savez, était philosophe, peut-être avant tout, mais il était aussi mathématicien, il était aussi physicien. Et il a écrit un grand livre qui s'appelle Dioptrique, dans lequel il dit pas mal de bêtises, mais il dit quelque chose d'intéressant. Et en particulier, il essaie de comprendre comment l'être humain se situe par rapport au monde extérieur qui l'entoure et comment il utilise ses sens. Regardez un dessin qu'on trouve dans son livre La Dioptrique. Il essaye de comprendre comment nous touchons, comment nous voyons, comment nous ressentons le monde extérieur. Et vous savez, vous êtes en terminale, donc vous faites de la philosophie. Vous savez bien que le rapport de l'homme avec le monde extérieur a préoccupé les philosophes et préoccupe encore les philosophes pendant des siècles et des millénaires. Savoir si comparer l'objet et le sujet, c'est une vaste question qui dépasse les mathématiques. Alors, revenons à notre œuvre d'art et je vais vous expliquer comment c'est fait en fait. Si on regarde bien, parce que j'ai regardé comment c'était dans cette salle obscure, eh bien, on a ceci. Suspendu au plafond, il y a un cadre métallique, comme je l'ai dessiné là. Le cadre fait peut-être 4 mètres de large et 2 mètres 50 de haut. C'est le cadre métallique en noir. Et sur ce cadre métallique sont tendus des fils de nylon qui sont des fils de canne à pêche. Et les fils de nylon sont organisés comme je l'ai dessiné là. Il y a 2 systèmes de droite qui émanent de 2 points que j'ai dessinés là. Il y a 2 réseaux de fils de canne à pêche qui sont dessus. Ce sont des fils de canne à pêche translucides, donc transparents. Et puis on les met suspendus au plafond à peu près au milieu de la pièce. Et puis, sur le mur opposé au spectateur, exactement au niveau des 2 points où les rayons se concentrent, il y a 2 spots lumineux. C'est tout. Donc sur le mur, il y a 2 spots lumineux qui éclairent ces fils de canne à pêche et on voit ces cercles. Voilà. Alors, j'aimerais comprendre ces cercles. Pourquoi je vois ces cercles? Qu'est-ce qui se passe? Alors, c'est des choses que vous avez déjà vues. Quand vous avez des réseaux de choses translucides qui sont éclairés, il arrive souvent qu'on voit des courbes qui apparaissent. Là, vous avez une toile d'araignée qui est sous le soleil. Alors, à droite, vous voyez, on voit le soleil et puis il y a un petit cache de façon à ce que la photo ne soit pas complètement aveuglée. Puis vous voyez que certains points sur la toile d'araignée s'allument. Il y a comme un rayon qui émane d'un point là, qui va jusqu'au soleil. Et puis il y a une espèce de cercle qui se crée, qui est un cercle lumineux. Souvent on voit ce genre de choses. Par exemple, il n'est pas rare de voir des lignes, par exemple, sur des collants féminins sur une jambe, éclairée par la lumière. Alors, j'aimerais comprendre ça. Alors, tout ça va dépendre d'une chose très très simple en optique géométrique, qui est la réflexion de la lumière. Alors, vous le savez certainement, vous l'avez probablement déjà appris en physique, je ne sais pas, j'espère, que lorsque la lumière frappe sur un miroir, la lumière se réfléchit, elle rebondit, et vous voyez là une mesure de physique qui montre que lorsque la lumière se réfléchit, l'angle avec lequel la lumière se réfléchit est égal à l'angle avec lequel elle est arrivée.
l'angle de réflexion est égal à l'angle d'incidence. C'est une loi physique que vous avez appris expérimentalement, j'espère, en physique. Les deux angles, lorsque le rayon arrive, il rebondit. θ1 égale θ2, c'est la règle de la loi. C'est très connu depuis très longtemps. Depuis au moins 1000 ans, on savait ça. Ce qui est un peu moins explicite, mais il faut le dire quand même, c'est que quand on fait de la géométrie dans l'espace, ce n'est pas seulement l'angle d'incidence qui est égal à l'angle de réflexion, c'est aussi que lorsque le rayon arrive sur un miroir et qu'il rebondit, eh bien, le rayon incident, le rayon réfléchi et la perpendiculaire à la surface sont dans un même plan. Bon, ça c'est la loi de réflexion de la lumière que vous avez tous déjà vu une fois ou l'autre. Alors qu'est-ce qui se passe si de la lumière arrive sur un fil de canne à pêche? C'est ça la question. Alors c'est quoi? Elle est reflétée, mais comment? On va essayer de regarder, car la canne à pêche, quand on la regarde en petit, elle est un peu ronde. Hein? Alors regardons ce qui va se passer. Mais avant de regarder ça, je voudrais quand même vous rappeler quelque chose que vous avez peut-être déjà appris. Cette loi de la réflexion, on peut presque la démontrer. Vous voyez, j'ai dessiné ici un miroir en bleu. Il y a un rayon lumineux qui arrive du point A, qui va jusqu'au point B, et il tape sur le miroir au point X. Et donc, il fait AXB. Et les deux angles, incidence et réflexion, sont égaux. Et qu'est-ce qui se passe au point Y, qui n'est pas le point où ça marche? Eh bien, simplement, il se trouve que, en prenant une symétrie par rapport à la courbe bleue, vous voyez le point B devient le point B', et vous voyez que la ligne AX plus XB a la même longueur que le segment AB'. Ce qui fait que le chemin que choisit la lumière pour aller de A à B est le plus court possible de tous les chemins qui vont de A à B en passant par le miroir. Et ça, c'est une grande loi de la nature, les physiciens adorent ça. La nature est paresseuse, elle fait toujours au plus économe possible. Pour aller d'un point à un autre, on prend le plus court chemin. Et la nature a choisi cela pour la réflexion de la lumière. C'est un peu compliqué, même d'un point de vue philosophique, et ça perturbe beaucoup les physiciens d'ailleurs, parce que ça laisse entendre que la nature réfléchit où elle va, qu'elle prend plusieurs options et que le rayon lumineux, il aurait quelque chose comme une intelligence pour choisir le plus court chemin de A à B. Ça a préoccupé beaucoup les physiciens du temps de Newton, etc., qui y voyaient la main de Dieu. C'était Dieu qui guidait l'homme dans la nature. Aujourd'hui, on pense tout à fait différemment, bien entendu. Alors, revenons à notre fil de canne à pêche. Alors, on va essayer de comprendre pourquoi, lorsqu'on illumine notre réseau de fils de canne à pêche par des deux spots lumineux, on voit ce genre de choses. Et puis, quand on se déplace, on voit ce genre de choses. Bon, ça, c'est un fil de canne à pêche grossi énormément. Et il a un axe, qui est le segment noir au milieu. Et puis, j'ai dessiné un point bleu, un petit peu au hasard, dessus. Ici, je dessine le plan qui est perpendiculaire à l'axe noir et qui passe par le point bleu que j'ai choisi. Maintenant, si un rayon lumineux arrive et tape sur le fil, il va rebondir, comme vous le voyez là, de façon que la bisectrice entre le rayon incident et le rayon réfléchi soit perpendiculaire au fil. Vous êtes d'accord? C'est ça que dit la loi de la réflexion. Hein? Le rayon arrive sur le fil, il retape, et en ressortant du fil, la perpendiculaire à l'axe noir doit être la bisectrice des deux rayons incidents et réfléchis. Alors maintenant, une fois qu'on sait ça, voici le dessin que je vais vous montrer. Vous avez derrière deux points noirs qui sont les deux spots lumineux. Vous avez un fil de canne à pêche que j'ai dessiné en vert. Le point noir qui est au premier plan, c'est mon œil. Mon œil regarde le fil de canne à pêche. Et j'ai dessiné deux points jaunes sur la ligne de canne à pêche. Ce sont les deux points qui se sont illuminés. Et pourquoi sont-ils illuminés? Parce qu'ils reçoivent la lumière des spots.
voyez, le premier reçoit la lumière du premier spot, le deuxième reçoit la lumière du deuxième spot. Et pourquoi je les vois? Et parce que, précisément, la bisectrice des deux chemins jaunes issus des points jaunes, la bisectrice est perpendiculaire à l'axe vert. Donc il s'agit de réfléchir. On a deux spots lumineux qui illuminent mes fils de canne à pêche. Lesquels vont s'allumer? Exactement ceux, tels que quand je trace un segment jusque mon œil et un segment jusqu'au spot lumineux, la bisectrice de ces deux segments est exactement perpendiculaire au fil de canne à pêche. Bon. Alors, voilà, on a toutes les équations. Moi, je ne suis pas très bon en calcul, mais des fois, il faut faire des calculs. Ça arrive, il faut faire des calculs. Alors, j'ai pris mon crayon, et puis j'ai fait les calculs. Alors, je ne vais pas vous montrer tous les calculs, parce que ça vous ennuierait. Mais voilà quelques pages que j'ai écrites à l'époque pour essayer de comprendre, pour écrire ça en équation. Alors, écoutez, vous voyez, en haut, j'ai fait un petit croquis. Vous voyez, ça représente vaguement l'espace. Il y a les coordonnées x, y, z. Et puis, vous voyez, sur le côté gauche, j'ai dessiné deux segments, et puis c'est deux points, c'est les deux spots lumineux. Alors j'ai choisi leurs coordonnées, et puis j'ai choisi l'endroit où mon œil se situe, et puis j'ai cherché quels sont les points sur les fils de canne à pêche qui sont éclairés par mes spots, que je vois avec mes yeux parce que la bisectrice, blablabla. Alors il y a des équations qui disent, voyez, regardez, vous avez appris produit scalaire? Un produit scalaire, franchement, c'est pas dur. Sauf que je me trompe toujours dans mes calculs, donc il faut le faire plusieurs fois. Et puis ça fait des calculs, et puis à la fin, on arrive à l'équation de ce qu'on voit. Et j'étais tout content, j'ai dit, ça y est, j'ai compris pourquoi c'est des cercles. Et la catastrophe, c'est que c'est pas des cercles. J'en reviens pas. C'est des trucs qui... je ne sais pas ce que c'est. Ça ressemble à des cercles, c'est comme le Canavarail, là, c'est pas des cercles. Alors je vais vous montrer, ce sont des courbes algébriques de degré 4, mais ça ne sont pas des cercles, donc ce sont des courbes que je ne connais pas, mais qui sont assez jolies. Alors je vais vous montrer. Là, quand même, ça c'est une animation qui montre ce qu'on voit. Alors on dirait vraiment des cercles, vous êtes d'accord, hein? On dirait 4 cercles. Vous voyez là, on voit bien dans l'arrière-plan, on voit les fils de canne à pêche qui ont été dessinés en vert. Hein. Et puis, j'ai illuminé en jaune, enfin, avec mon copain Joss, on a illuminé en jaune les points qui s'allument, parce que la bisectrice, blablabla. Et en voyant ça, je dis, ça y est, c'est quand même des cercles. Mais en fait, non, si on regarde sur d'autres points de vue, si on se déplace autrement dans la pièce, là, pour s'amuser, j'ai mis 4 spots pour voir que ça fait joli quand même. Que les maths, c'est pas bien si c'est pas joli. Ça n'a pas été réalisé, aucun artiste l'a encore fait, mais si vous voulez le faire, je vous encourage. Et puis voilà, voilà ce que j'ai trouvé à un moment, mais je dis comment ça, c'est pas des cercles? Et puis, et ben voilà, c'est pas des cercles. C'est pas des cercles. En fait, si on cherche bien, j'ai même trouvé certaines situations où au lieu de voir des cercles, on voit ceci. Si on se place à un certain point dans la pièce, on voit 4 courbes en effet, mais qui ressemblent plus à des poires qu'à des cercles. Et je vous propose comme thème de réflexion de trouver quelles sont ces courbes. Je n'en sais rien. Si vous avez une idée, eh bien, vous m'écrivez, je serai très content. Ce sont des courbes algébriques, peut-être qui n'ont jamais été étudiées auparavant. En tout cas, je trouve que ce sont des courbes qui ressemblent à des cercles. Et je dois vous dire que j'ai écrit à cet artiste pour lui dire mais comment avez-vous eu cette idée? C'est beau quand même. Enfin, je n'ai pas réussi à vous le montrer, c'était un film. Et quand on rentre dans la pièce, dans l'obscurité, c'est vraiment, en tout cas, je trouve ça très prenant. Hein. Et en fait, comment avez-vous pensé à ça? Et je vais vous dire la réponse de l'artiste, ça ne m'a pas plu, parce qu'elle croyait que je voulais lui piquer son idée ou je ne sais pas quoi. Et donc, elle ne m'a pas répondu. Enfin, elle m'a répondu une phrase tellement vague, je ne sais pas comment elle a pensé à ça. Mais il y a beaucoup de choses à faire. Je vais vous expliquer, par exemple,
une idée, si vous avez des idées un jour, regardez, au lieu de prendre des fils de canne à pêche qui font des réseaux comme je vous ai expliqué, pourquoi ne pas prendre ce qu'on les mathématiciens appellent un hyperboloïde, avec des fils qui seront tendus, vous savez, comme on fait parfois des abat-jours de cette nature. Et si on prend un hyperboloïde avec deux réseaux de droite, ce que les mathématiciens aiment beaucoup, qu'on appelle un hyperboloïde doublement réglé, et voyez ce que ça donne si on le met à la lumière. Ça fait de très jolies courbes. Moi, j'avais l'intention de proposer, vous savez, à Lyon, le 8 décembre, il y a la nuit des Lumières, hein, où tout le monde fait des œuvres d'art pour... Moi, je trouve que ça serait vraiment très bien si un artiste arrivait à faire ça grandeur nature, sur la place Bellecour ou je ne sais quoi, dresser comme ça des fils de nylon qui forment un tel hyperboloïde, et puis mettre quelques spots, et puis les gens tourneraient autour et verraient ces jolies courbes. Moi, ça me plairait bien, mais je n'ai pas encore réussi. Et je crois qu'il faut convaincre la mairie, je crois, pour faire ça. Bon, je n'ai pas réussi, en tout cas. Voilà, c'était mon premier point de vue sur la lumière. Maintenant, je vais vous montrer un deuxième point de vue, et ça va aussi être l'occasion de vous montrer une question de maths que je ne sais pas résoudre, et que peut-être vous saurez résoudre. Peut-être que Pascal, tu seras encore plus compétent que moi, parce que tu vas voir, ça correspond à tes compétences. C'est en lisant un livre écrit il y a fort longtemps, hein, par M. Lambert. Alors, M. Lambert était un mathématicien, à l'époque, on ne sait pas s'il était mathématicien ou physicien ou je ne sais quoi, qui était suisse-allemand, et qui a écrit ce joli livre, avec le joli titre, Propriété des routes de la lumière par les airs. Le titre est assez joli. C'est en fait un traité d'optique. Il a fait beaucoup d'autres choses. Par exemple, c'est à lui qu'on doit la démonstration que le nombre pi, 3, 14, 15, 92, 65, etc., le nombre pi n'est pas un nombre rationnel. Il n'est pas le quotient de nombres entiers. C'est lui qui l'a démontré. Et je peux vous dire que ce n'est pas facile, même aujourd'hui. Je ne suis pas sûr qu'il y a beaucoup de nos collègues qui savent le démontrer comme ça. C'est quand même quelque chose qui est assez difficile. D'autre part, il est l'un des inventeurs de ce qu'on appelle la géométrie non euclidienne, mais ce n'est pas de ça dont je vais parler aujourd'hui, ou des précurseurs de la géométrie non euclidienne. Je vais vous parler d'autre chose qu'il raconte dans ce livre de physique sur la réflexion diffuse. Alors voici de quoi il s'agit. Quand on a une boule, vous voyez, à gauche, on peut dire que c'est une boule qui réfléchit la lumière comme un miroir. Alors, les physiciens parlent de réflexion spéculaire, miroir. Ou bien elle peut être mate et ne pas réfléchir à la lumière, mais quand même, elle doit bien la réfléchir puisque je la vois. Si je regarde cette boule à droite en marbre, je la vois. Ça veut dire qu'elle m'envoie de la lumière qui arrive dans mes yeux, et cette lumière qui arrive dans mes yeux, elle vient du soleil. Donc le soleil a envoyé de la lumière sur cette boule, la boule m'a renvoyé un rayon lumineux dans mon œil et je vois la boule. Mais pas de la même manière que la réflexion spéculaire. Alors il y a donc deux sortes de réflexion. Il y a la réflexion spéculaire à gauche, c'est ce que vous avez pris en physique, le rayon lumineux il arrive, boum, et il retape, et on a angle d'incidence égal à l'angle de réflexion. Et puis vous avez au milieu la réflexion diffuse, qui est un peu bizarre. La lumière arrive et elle dit le contraire de ce que vous disait le prof de physique. Elle rebondit dans une direction quelconque. Et c'est pourtant ce qu'on voit. Cette table n'est pas un miroir. Il faut donc que la lumière se réfléchisse sur cette table d'une manière qui viole le principe que vous avez appris, angle d'incidence. Il faut comprendre ça. Et puis, il y a des situations intermédiaires entre le spéculaire et le diffus, où la lumière, elle rebondit plutôt dans la direction donnée par la physique, mais pas complètement. Donc, entre ces deux extrêmes d'une réflexion, un miroir parfait et une réflexion diffuse parfaite, il y a tout un continuum.
sais pas si vous aimez, mais moi j'aime bien faire des images numériques sur Internet, ce qu'on appelle du ray tracing. Quand on fait une image, quand on dessine un objet, une boule sur Internet, sur un écran, on doit décider si la boule qu'on dessine est complètement spéculaire ou elle est complètement diffuse. Et en fait, quand on fait le dessin, on met un petit coefficient entre les deux pour dire elle est un petit peu comme ceci et un petit peu comme cela. Et donc ce qu'a fait ce monsieur Lambert, c'est qu'il a essayé de comprendre comment la lumière se réfléchit sur du marbre, comment elle se réfléchit sur quelque chose qui n'est pas un miroir. Et il a inventé ce que les physiciens appellent la loi du cosinus. Alors je vais vous dire ce que c'est que la loi du cosinus. Alors les physiciens, ils n'emploient pas du tout le mot loi comme les mathématiciens. La loi du cosinus, c'est quelque chose qui n'est pas toujours vrai. C'est souvent vrai, mais pas toujours vrai. Qui est vrai pour un truc en marbre, qui est vrai pour par exemple, le mur blanc. Je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi les murs blancs ici sont bien diffus, hein, mais contrairement à un écran qui peut être spéculaire. Alors voici ce que dit la loi de Lambert. Elle dit ceci, c'est que quand vous envoyez un rayon lumineux sur la table, par exemple, mais la table, c'est pas bien, parce qu'elle est un peu spéculaire. Là, je vois refléter sur la table 3 des spots lumineux qui sont sur le plafond, donc elle est un peu spéculaire. Mais si la table était complètement mate et blanche, alors qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous voyez, la lumière arrive, par exemple, vous voyez là, en bleu un peu foncé, on voit une lumière qui arrive pas tout à fait perpendiculairement, elle arrive un peu en biais, et elle explose, elle éclabousse. Hein, elle sort de la surface et elle éclabousse. Et puis, il y a une partie de la lumière qui se réfléchit dans chaque direction. Et ce que dit la loi de Lambert, c'est que la quantité de lumière qui rebondit dans chaque direction est proportionnelle au cosinus de l'angle de sortie et indépendante de l'angle d'incidence. La lumière arrive, elle rebondit, et la quantité de lumière se répartit dans toutes les directions, non pas de manière égale, mais proportionnellement au cosinus de l'angle de sortie, de l'angle de réflexion. Alors ça, c'est la loi de Lambert qu'on voit dans ce livre. Il n'y a aucune démonstration. Il y a quelques arguments que je vais vous expliquer tout à l'heure qui laissent penser que c'est vrai pour un mur blanc ou que c'est vrai pour des choses en marbre, mais il n'y a aucune démonstration. Alors moi, comme je suis mathématicien, j'aime bien les démonstrations. Alors je me suis posé la question, qu'est-ce qu'on peut démontrer? Comment est-ce qu'on peut trouver un modèle mathématique qui expliquerait ou qui permettrait de comprendre ces surfaces lambertiennes? Aujourd'hui, un physicien dira « Ah, ce mur est lambertien ». Ça veut dire qu'il reflète la lumière en respectant la loi du cosinus. Alors, voici une petite simulation que j'ai faite. Voilà, c'est le truc que Pascal peut certainement expliquer et comprendre tout ça. À vrai dire, quand on regarde du marbre ou du plâtre ou quelque chose comme ça, si on le regarde au microscope, il est bien sûr formé de tas de petites infractuosités, des petits détails, il y a des tas de petits trucs. Il y a des crous, il y a des petites cavités. Et ces petites cavités sont remplies de petites poussières ou de microscopiques. Ce qui fait que quand le rayon lumineux... Alors j'ai pris un truc très simple. Hein, j'ai pris une boule, et puis dedans j'ai pris 3 poussières rondes. Et puis qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, j'ai lancé des rayons lumineux dans le trou, puis j'ai regardé ce qui arrivait à ce rayon lumineux. Il a tapé, boum, boum, boum. À chaque fois qu'il tape, il suivait la loi de la physique, angle d'inflexion, d'incidence égale angle de réflexion. Et donc, vous voyez, le rayon lumineux tombe, se promène à l'intérieur de la petite cavité. Là, je ne sais pas, quand j'ai oublié combien de fois il la tape, et puis il finit par sortir. Et quand il sort dans une autre direction. D'ailleurs, moi, je me suis posé la question, je vais faire un petit essai numérique pour voir si, à la sortie, les directions de sortie sont ou pas organisées en fonction du cosinus. Alors, je vais vous montrer ce que ça donne.
Et on a lancé, avec mon copain, alors on a lancé beaucoup de rayons dans cette petite cavité. Pour chaque rayon, on a regardé l'angle de sortie et on a fait, comme on fait en statistique, on a fait un histogramme qui indique les directions de sortie. Et puis j'ai superposé le graphe en bleu, qui est évidemment assez irrégulier. J'ai superposé avec le graphe de la fonction cosinus. Et vous voyez, c'est pas mal. Hein, c'est pas mal du tout. Alors, est-ce qu'il y a un théorème derrière? Ça, c'est pour Pascal que je pose la question. Hein, c'est une question pour toi, n'est-ce pas? Voilà. Est-ce que le billard qui se passe à l'intérieur de la cavité va entraîner à la sortie, s'il y a suffisamment d'obstacles, une règle de type Lambert? Eh bien, écoutez, je n'en sais rien, mais Pascal le saura probablement très bientôt, non? Alors, en fait, là, c'est assez compliqué parce que, regardez, parmi les rayons qui rentrent, il y en a quand même une bonne proportion qui ne tapent qu'une seule fois. Ils rentrent, ils tapent sur l'un des disques, et boum, eux, ils sortent immédiatement. Et ceux-là, il y a une certaine proportion, ceux-là, ils sortent de manière spéculaire. Ils ne satisfont pas la loi de Lambert. Autrement dit, pour qu'il y ait vraiment une diffusion lambertienne, il faut qu'il y ait beaucoup de petits défauts, beaucoup de petites infractuosités. Voilà, je n'en sais rien. Problème à réfléchir. Alors, Lambert a remarqué une chose très intéressante. Il a remarqué la chose suivante. C'est que si on regarde un mur lambertien, il ne disait pas lambertien bien sûr, mais si on regarde un mur blanc comme ici, et si je regarde, là ils sont un petit peu, si je regarde face à moi, je vais recevoir une certaine quantité de lumière qui vient du mur. Si je regarde en biais, on peut dire, ah oui, je reçois plus de lumière parce que avec l'inclinaison du mur, vous voyez que voilà, le truc en biais, il embrasse une partie plus grande du mur. Mais comme la lumière vient avec lambertien en cosinus, il y a deux cosinus qui se contrebalancent, l'un va tuer l'autre, qui fait qu'au bout du compte, on reçoit la même quantité de lumière dans toutes les directions. C'est ça l'observation de M. Lambert. Quand on regarde un mur éclairé par le soleil, si le mur est lambertien, il nous envoie la même quantité de lumière dans toutes les directions. Et c'est ça qu'il a remarqué. Il l'a observé concrètement dans la vie de tous les jours, et c'est comme ça qu'il a intuité l'idée que ça devrait être un cosinus pour la réflexion. Alors, je vais vous montrer une chose. Si vous prenez une boule illuminée et que vous la regardez, exactement pour le même argument que je viens de vous dire, vous ne verrez pas qu'elle est courbe, qu'elle est bombée. Vous la verrez plate. Je vais vous montrer un exemple. Voilà, j'ai pris une photo, c'est une photo d'une lampe qui est chez moi. C'est une ampoule dépolie, toute simple. Eh bien, vous voyez qu'elle paraît plate. Hein, on ne peut pas. Bien sûr, vous savez qu'elle est sphérique, parce que vous avez déjà vu des ampoules électriques. Mais si je ne vous le dis pas, on a l'impression que la quantité de lumière qui arrive au milieu de ma photo et vers le bord de la photo, c'est la même chose. On ne peut pas, à l'œil, on ne peut pas deviner la forme d'un objet lambertien. Monsieur Lambert avait remarqué ça pour les braises. Quand on fait chauffer des braises qui sont rouges, il dit dans son livre, c'est un observateur, il dit que les braises sont rouges et on les voit plates. On ne peut pas deviner si elles sont courbées, bombées, creuses, on les voit toujours plates. Et c'est comme ça qu'il a eu son idée. Alors, regardez. Si la Lune était lambertienne, je dis qu'on la verrait comme ça. Pourquoi? Vous allez me dire, il dit des bêtises, parce qu'il y a une seconde, il m'a dit que son ampoule électrique était uniformément éclairée. Or là, vous voyez, j'ai dessiné quelque chose qui est moins éclairé sur le bord. C'est parce que la Lune n'est pas une ampoule électrique. La Lune n'envoie pas directement de la lumière. La Lune reçoit la lumière du Soleil et elle les répercute vers nous.
quand je regarde la pleine lune, j'ai le soleil, on n'a qu'à dire derrière moi, qui éclaire la lune, qui me renvoie la lumière. Et bien sûr, les zones périphériques de la lune, par mètre carré, reçoivent moins de lumière parce que c'est penché. De la même manière que pendant l'hiver, nous avons plus froid, parce que nous présentons une surface plus penchée par rapport au soleil. Donc, si la surface de la lune était lambertienne, nous la verrions comme ça. Mais ce n'est pas comme ça qu'on la voit. Voici une vraie photo de la Lune. Et vous voyez que la vraie photo de la Lune ne montre pas ce côté un peu sombre sur le bord. Hein. La Lune, en fait, ne semble pas être lambertienne. Alors pourquoi? Bon, ce n'est pas non plus un miroir parfait, elle n'est pas non plus spéculaire. Elle n'est ni spéculaire, ni lambertienne. Alors qu'est-ce qu'en pensent les astronomes et même les astronautes? Regardez, de nombreux modèles numériques qui sont un peu pipeaux, il faut bien dire la vérité. On voit des tas de revues expérimentales, de physique expérimentale, mais aussi comment dit-on, des revues pour dessiner, pour faire du design, pour dessiner des objets, pour inventer des objets virtuels. Il y a des tas de modèles qui prennent en compte le fait qu'une surface peut très bien être... Ce n'est pas la même chose que tout à l'heure avec mon billard. Une surface peut être légèrement rugueuse au niveau de sa surface, si bien que quand un rayon lumineux arrive, il tape et il repart. Lui, il suit la direction donnée par la physique, la loi de réflexion égale réfraction. Et puis, quand même, vous voyez, ça repart un peu dans toutes les directions. Et quand on décrit la surface avec des coefficients de rugosité, on peut essayer de trouver une lune qui se reflète comme la vérité. Et en fait, les physiciens en ont déduit, avant même que les Américains aillent sur la Lune, que la surface de la Lune devait être très poreuse, très irrégulière. Et ils ont même réussi à calculer les coefficients de porosité de cette surface. Et vous êtes bien trop jeune pour ça, mais quand les Américains sont arrivés sur la Lune, comment il s'appelait, Armstrong, il est descendu sur la Lune, il a commencé par dire sa phrase célèbre, un petit pas pour un homme, un grand pas pour l'humanité. Bon, ça, il l'avait préparé d'avance. Et la première phrase qu'il dit vraiment, c'est dit « Oh, que ça colle !» Il a été surpris par le fait que la Lune est couverte d'une poussière, d'une finesse qu'il n'avait jamais vue sur Terre. Et c'est cette poussière et cette rugosité de la surface de la Lune qui explique, d'après ce que disent les astronomes, moi je ne suis pas astronome, qui explique pourquoi on voit la Lune de cette manière. Vous voyez que rien qu'en observant une planète ou même une étoile, on peut voir des choses sur la nature de sa surface, lambertienne ou pas lambertienne. Alors, je vous propose de passer au troisième chose lumineuse de mon exposé. C'est plus de la réflexion, c'est de la réfraction. Je ne sais pas si j'avais déjà vu des arcs-en-ciel de cette beauté. Moi, je n'en ai jamais vu des aussi beaux, mais enfin, celui-ci est assez complet. Il s'agit de la même manière de comprendre qu'est-ce que sont ces arcs-en-ciel, comment ça marche, et quelle est la géométrie de ces arcs-en-ciel. Alors, c'est une histoire ancienne également, qui remonte à Descartes et à Newton. Et vous voyez, parfois, on en voit deux. Vous avez déjà vu des arcs-en-ciel doubles comme ça? C'est absolument magnifique. Hein. Pourquoi il y en a deux? Pourquoi on voit un, puis deux, hein? Alors, je vais essayer de vous expliquer un peu l'histoire de ça et comment on a fini par comprendre comment ça se passe. Alors, tout ça est dû à ce phénomène qu'on appelle la réfraction. Vous avez ici un dessin qui a été fait par Descartes, donc en 1677, donc pas hier, et qui, dans son livre dont je vous parlais tout à l'heure, qui s'appelle la dioptrique, et qui explique la nature des arcs-en-ciel. Alors voilà, l'observateur est au niveau du sol, vous le voyez ici en bas à gauche, avec son chapeau. Il regarde vers le ciel, et puis face à lui, il y a des petites gouttelettes d'eau, parce qu'il pleut.
et puis il y a le soleil qui est dans son dos. Quand on voit un arc-en-ciel, on a toujours le soleil derrière nous. Comme vous le savez, pour un arc-en-ciel, il faut la pluie et le soleil. Donc on a le soleil dans le dos et la pluie devant nous. Et puis le rayon du soleil, que vous voyez en A et P, là, arrive dans une goutte d'eau, puis rentre dans la goutte d'eau, rebondit à l'intérieur et ressort par le point, c'est un D, et revient vers l'œil du spectateur. Autrement dit, la goutte d'eau fait comme une espèce de petit miroir qui reçoit la lumière du soleil, la fait rentrer à l'intérieur de la goutte d'eau, boum boum, ressort et repart vers l'observateur. D'ailleurs, en passant, vous avez déjà tous vu ça de nuit, sur les autoroutes ou je ne sais quoi. Vous savez, ces points qui s'allument, qui sont lumineux, qui s'allument tout de suite, tout à coup, pour vous indiquer la route. En fait, c'est exactement ça. Ce sont de toutes petites... Souvent, ce sont des petites boules de métal, pas de métal, de verre, qui la lumière rentre dedans et ressort et repart dans la même direction. C'est un peu exactement comme ce qu'on appelle des yeux de chat. Alors, voici en fait la géométrie du système. Vous avez en bleu, en bleuté, vous avez une goutte d'eau magnifiée. Vous avez le rayon lumineux qui vient du soleil tout en haut, qui pénètre dans la goutte d'eau, qui va jusque le côté droit, et là il rebondit à l'intérieur de la goutte d'eau, revient et ressort. Alors là, vous voyez qu'il y a deux phénomènes. Il y a réfraction et réflexion. La réfraction, c'est lorsque la lumière pénètre d'un milieu vers un autre, et lors de ce passage d'un milieu vers un autre, la lumière se brise. C'est pour ça qu'on dit qu'il y a réfraction. On va regarder tout de suite comment ça se brise. Et puis vous avez sur le côté droit, vous avez au contraire une réflexion. Le rayon lumineux noir rebondit à l'intérieur de la goutte, revient et se réfracte à nouveau. Alors ça explique pourquoi on voit certains points lumineux dans le ciel lorsqu'il y a de la pluie et qu'il y a du soleil. Mais la vérité, c'est que, comme vous le savez, c'est Newton qui l'a découvert. La lumière est en fait constituée de superpositions de beaucoup de couleurs, de beaucoup de rayons lumineux qui ont chacune leur couleur. Et donc, dans la lumière blanche que nous voyons, elle nous paraît uniforme, blanche, mais en fait, c'est la superposition de plein de couleurs. Et chaque rayon lumineux de chaque couleur se réfracte d'une manière qui lui est propre. Ce qui fait que le blanc arrive dans la goutte d'eau, réfracte, réfléchit, réfracte de manière différente, et que vous voyez ainsi le magnifique arc-en-ciel avec toutes les couleurs que vous connaissez bien, les 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Alors, essayons rapidement de comprendre comment la lumière se réfracte. Tout à l'heure, on a parlé de la réflexion. Ça, vous l'avez appris en physique. Est-ce que vous avez appris aussi la réfraction? Alors, vous avez appris la loi de Snell-Descartes, qui dit que lorsqu'un rayon lumineux arrive avec un angle θ1 et qu'il se réfracte avec un angle θ2, eh bien, il y a une loi qui dit que n1 sinus θ1 égale n2 sinus θ2, où n1 et n2 sont deux nombres qu'on appelle les indices de réfraction du milieu qui est en haut et en bas. Très bien. Alors cette loi physique avait été observée expérimentalement par M. Snell bien avant Descartes, et Descartes, il a essayé de l'expliquer. Je vais vous montrer tout à l'heure l'argument de Descartes. Vous allez voir qu'il ne tient pas la route. Et puis je vais essayer de vous expliquer d'autres arguments pour vous montrer un peu comment on voit aujourd'hui, ou plutôt comment on voyait dans les siècles passés, la réfraction de la lumière. Alors, voici un dessin qui est fait par Descartes, toujours dans ce livre Dioptrique. Ça vaut le coup, en plus c'est écrit en français, vous pouvez lire ça avec
c'est assez rigolo à lire, c'est assez intéressant. Il y a plein de réflexions philosophiques sur qu'est-ce que la vue, qu'est-ce que le toucher, c'est tout à fait passionnant. Voici ce qu'il imagine, lui. Il imagine que la lumière est formée de petites billes et qu'on lance comme au tennis, on lance une bille sur la surface et qui vient taper au point B. Alors voici ce qu'il dit. Il dit, je traduis en termes modernes, comme vous êtes moderne, vous savez ce que c'est qu'un vecteur, vous savez plein de choses que lui ne savait pas. Hein. Vous savez ce que c'est qu'un vecteur? Ah, bien sûr. J'ai eu peur un instant. Parce qu'il y a certaines personnes qui voulaient supprimer les vecteurs de l'enseignement. Bon. Alors, il dit la chose suivante. Il a dit, regardez, la vitesse de ma bille qui arrive sur la surface, elle a deux composantes. Elle a une composante qui est parallèle à la surface et elle a une composante qui est perpendiculaire à la surface. Première observation de Descartes, est-ce qu'il a raison, est-ce qu'il a tort? Il dit, écoutez, il n'y a aucune raison que la vitesse horizontale change au moment du choc. La lumière arrive, elle traverse, elle ne subit aucun choc horizontal. La composante horizontale de la vitesse va rester constante. Bon. On le croit, on ne le croit pas. Attention, on est en 1677, on est avant les travaux fondateurs de Newton. Tous ces gens-là savaient beaucoup moins de choses que vous savez, vous, sur la physique. Hein? Ils ne savaient pas du tout ce que c'est que l'accélération, la force, tous ces concepts n'existaient pas. Hein? Donc la composante horizontale reste constante. Et puis il dit, le module de la vitesse, la valeur de la vitesse, perd un certain pourcentage. Ça arrive avec une certaine vitesse, et puis au moment du choc, le module de la vitesse est divisé par un certain nombre. Voilà ce qu'il dit. Alors après, c'est un petit exercice de géométrie très élémentaire. Hein. Ça arrive avec un certain vecteur qui a une composante horizontale et puis une composante verticale. Et puis à la sortie, la composante horizontale est exactement la même. Ceci est égal à cela. Et puis la longueur du vecteur a été divisée, disons, par 2, par exemple. Et donc elle devient quelque chose comme ceci. Alors après, c'est un petit calcul de voir que si ce que dit Descartes était vrai, que la vitesse divise par un certain nombre, et si ce que dit Descartes, que la vitesse horizontale reste la même, ben vous ferez le calcul vous-même pour voir que ça entraîne facilement que la loi de Snell-Descartes est satisfaite. Ça, c'est la solution proposée par Descartes qui n'a pas plu du tout, mais pas du tout, à Fermat. Fermat, il a proposé une autre méthode. C'est la méthode dite de Fermat, donc, qui consiste à dire, voilà, la vitesse de la lumière au-dessus et en dessous, ce n'est pas la même. Au-dessus, on va par exemple plus vite, et en dessous, dans la partie bleue, on va moins vite, par exemple. Alors il dit, ben voilà, si je vais de A à B en passant par X, combien de temps je mets pour aller de A à B? Eh bien, pour aller de A à X, le temps que je mets, c'est AX divisé par la vitesse V1. Ça, c'est le temps qu'on met pour parcourir le segment AX. Et pour aller de X à B, c'est XB divisé par V2, la vitesse dans le deuxième milieu bleu V2. Et voilà, ça, c'est le temps qu'on met pour aller de A à B en passant par X. Et ce que dit Fermat, c'est que Dame Nature, ou Dieu, ou l'être suprême, ce que vous voulez, fait en sorte que la lumière va au plus vite de A à B. Elle fait en sorte qu'elle choisit le point X, ce qu'on appelle le principe de moindre action. Elle fait en sorte d'aller de A à B au plus vite possible. On cite toujours comme exemple d'illustration
par exemple, en bleu, c'est de l'eau. Et puis, dans la partie supérieure, par exemple, c'est, je sais pas moi, la plage. Et puis, quelqu'un est au point A et quelqu'un se noie au point B. Alors, vous voulez courir à son secours. Et vous voulez atteindre la personne le plus rapidement possible. Alors, vous courez vite sur la plage. Bien sûr, vous nagez moins vite que vous ne courez. Donc, évidemment, c'est intéressant, comme vous courez vite sur la plage, c'est intéressant de faire peut-être un chemin un peu plus long sur la plage, quitte à faire un chemin plus court à l'intérieur de l'eau, puisque vous nagez moins vite que vous ne courez. Et si on cherche quel est l'optimum, la meilleure façon de le faire, eh bien, c'est aussi un exercice, comme vous êtes ceux qui sont en terminale pourront le faire facilement, de démontrer que si la lumière va au plus vite de A à B en passant par X, il faut qu'elle satisfasse la loi de Snell-Descartes. C'est magnifique. Simplement, c'est insupportable d'un point de vue philosophique. Parce que ça laisse entendre que la lumière, avant de partir de A pour aller à B, a fait un plan de vol, un calcul. Où est-ce que je vais, par quel point je vais passer? Alors au début, je vous l'ai dit, les physiciens se contentaient parfaitement de ce genre de théorie parce qu'ils étaient tout à fait d'accord pour qu'il y ait une inspiration divine qui gouvernait le monde. Et aujourd'hui, ça n'est plus comme ça que nous pensons la physique. Et des grands physiciens comme Feynman au XXe siècle ont été choqués par ce principe de moindre action et ont cherché à le comprendre. Et vous le comprendrez quand vous serez en licence de physique. Voilà. Et je vais terminer par ma troisième vision sur la loi de Snell-Descartes, c'est celle de Newton. Newton était un véritable génie. Franchement, quand on lit Newton, et ça vaut le coup, vous prenez n'importe quel texte de Newton, il faut du temps, parce qu'il écrivait, pas facile à lire, mais c'est un grand plaisir de lire Newton, parce que c'est un génie, tout ce qu'il écrit est génial. Alors il a l'idée suivante. Il a l'idée que en haut, il y a de l'air, en bas, il y a de l'eau. Il pense qu'il se passe quelque chose à la surface de l'eau. Tout à coup, les particules qui arrivent, les particules de lumière qui arrivent du haut, elles arrivent à la surface de l'eau et il leur arrive, sont soumises à des forces. N'oubliez pas que c'est Newton qui a compris les forces, l'accélération, F égale ma, c'était parfaitement dans son mode de pensée. Alors il imagine qu'il y a en fait trois régimes. Il y a au-dessus, dans l'air, eh bien, la lumière, elle va tout droit, à vitesse constante. Dans la partie inférieure bleue que j'ai dessinée, elle va aussi tout droit, à vitesse constante. Et puis dans cette fine couche, que j'ai dessinée en jaune, mais qui en fait, il imagine très petite, tellement petite qu'on ne la voit pas, il imagine que les particules qui arrivent sont soumises à leur poids, ou en tout cas à une force qui les fait entrer en accélération. Vous vous souvenez, la chose principale en physique, une force crée une accélération. Alors il dit, imaginons même une force constante, j'ai mis une flèche à droite, une flèche à droite qui pousse les particules de lumière qui arrivent d'en haut et les pousse vers le bas. Et puis quand elles ont traversé cette fine couche minuscule, la force n'existe plus et la particule continue tout droit. Alors qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il écrit ce que vous savez écrire, en tout cas je l'espère en physique élémentaire, on écrit la conservation de l'énergie. L'énergie cinétique plus l'énergie potentielle est constante. Vous avez appris l'énergie cinétique et l'énergie potentielle? Ouais. Bon, alors, j'ai écrit à gauche 1/2 de mv1 carré, c'est l'énergie cinétique de la particule dans l'air supérieur, plus j'ai écrit mgh, l'énergie potentielle qu'elle avait à une altitude h, h c'est l'épaisseur de ma fine couche, g c'est l'accélération de la pesanteur, h c'est l'épaisseur et m c'est la masse. Et puis, une fois que la particule a traversé, se retrouve dans le bleu, eh bien, elle n'a plus que 1/2 de mv2 carré. Et donc, elle a, vous voyez que cette simple formule
me dit que je peux calculer V2 à partir de V1, et au miracle, on retrouve ce que Descartes avait annoncé sans démonstration. La vitesse V2 est réduite par rapport à la vitesse V1. Qu'est-ce que je raconte? Elle est augmentée par rapport à la vitesse V1 d'une certaine quantité qui est indépendante de la direction initiale. Descartes avait raison, mais Newton explique pourquoi. Alors, Newton n'est pas content de sa démonstration. Et d'ailleurs, il ne l'explique pas comme un théorème, il l'explique comme une conjecture. Il dit qu'il n'est pas sûr que c'est vrai, parce qu'il n'est pas sûr que la lumière, c'est des petits grains de lumière. On a souvent dit, dans les cours de physique qui sont un peu rapides, on dit que Newton pensait que la lumière était formée de corpuscules de lumière, et qu'il avait tort parce que c'était en fait une onde, et puis que c'était en fait un peu les deux. Mais la vérité, c'est que Newton n'a jamais dit que la lumière était formée de corpuscules. Il l'a établi comme une théorie, comme une potentielle vérité, et il l'a testé par rapport à la loi de Snell, Descartes, etc. Voilà, nous avons fait un petit tour. Je vous ai expliqué cette œuvre d'art. Ensuite, nous avons vu un peu de réfraction, et je vous remercie pour votre attention. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Il y a peut-être des questions dans la salle pour Étienne. S'il y a des questions, je pense qu'il sera ravi d'y répondre. Donc, est-ce que certains d'entre vous ont des questions? Il y a une question là-bas. Comment? Est-ce que répétez, j'ai pas entendu. Oui. Ah, sur la photo. Ben voilà une bonne remarque. Est-ce que ça veut dire que la photo est photoshopée? Voilà un bon observateur. Attendez. Qu'est-ce qu'on voyait sur le... Avec... Ah ouais. Non? Ah si, on enregistre. Ah. Oui, vas-y. Oui. D'accord. Ça vous a pris combien de temps de comprendre le phénomène des cercles? Écoutez, ça m'a pris une petite semaine. Non, mais ça m'a beaucoup amusé. Et puis, moi, j'aime pas faire des maths tout seul. Qui est-ce qui a posé la question là? C'est qui qui a posé la question? Voilà. Moi, j'aime pas faire des maths tout seul. J'ai un bon copain, d'ailleurs, je vois qu'il y a son nom, vous voyez, tout en voyant marqué Étienne Gis et Josclès. On fait des images ensemble. Hein. On aime bien dessiner. Hein. Moi, je donne des équations, lui, il fait des images. Et on est très copains. Et quand j'ai vu ce truc, j'ai téléphoné à mon copain, je dis qu'il faut qu'on comprenne ça. Mais lui, il n'est pas mathématicien, donc il a fallu que je lui explique, bisectrice, tout ça. Et puis moi, j'ai écrit mes petites équations, j'ai écrit sur mon papier que je vous ai montré. Et puis on a essayé, puis il a fait des images, et puis après on a dit, maintenant on va faire des petits bouts de film. Puis après on a dit, tiens, qu'est-ce qui se passerait si c'était un hyperboloïde? Voilà, je me suis amusé avec ça, et j'ai proposé même à un artiste de faire ça à Lyon pour le 8 décembre. Il a fait une demande au ministère de la Culture pour que ça soit accepté, et ça a été refusé. Voilà. Pourtant, c'est une bonne idée, non? C'est joli. Ouais. Par rapport à propos de V4, en fait, vous dites qu'on ne l'a pas découvert. Monsieur. C'est enregistré. Peut-être. C'est dommage. Attends, je vais tenter le micro parce que comme c'est enregistré. Oui, on va pas entendre la question, je vais peut-être répéter la question. Allez. Voilà. C'est juste pour Je vais peut-être baisser le masque parce que... c'est pour les courbes de degré 4. courbes de degré 4 avec les cercles. En fait, vous dites qu'il n'y a pas de nom à ces courbes. Oui.
Ah ben voilà. C'est courbe. En fait, Voilà. l'idée, c'est que c'est une courbe du degré 4, mais personne ne s'est parlé dessus. Les courbes d'Étienne. Étienne, par exemple. Bah ouais, très bien. Mais je vais vous raconter une histoire. Il y a eu un grand conflit mathématique entre deux très grands mathématiciens à la fin du XIXe siècle, entre Henri Poincaré d'un côté et Félix Klein de l'autre. Henri Poincaré était français, Félix Klein allemand. Et Henri Poincaré avait fait une découverte et il avait donné un nom à cette découverte. Il parlait des fonctions fuchsiennes en l'honneur de M. Fuchs. Et il y a eu des échanges de correspondance, de lettres entre Klein et Poincaré, et Klein s'est offusqué en disant « En Allemagne, nous ne donnons pas de nom propre aux objets mathématiques, parce que les mathématiques sont impersonnelles. » Moi, je suis du côté français, et je veux bien qu'on les appelle les courbes d'Étienne, si vous voulez bien, mais je trouve que cette vision des maths comme étant désincarnée, pas connectée aux êtres humains, ben, ce n'est pas celle que je veux. Voilà. Donc j'aime bien qu'on dise le théorème de Pythagore plutôt que voilà, hauteur de Thalès ou tout ce que vous voulez. Moi j'aime bien qu'on associe des concepts ou des idées mathématiques à des êtres humains. Je ne suis pas en train de plaider pour qu'on les appelle les courbes d'Étienne, mais je voulais juste dire qu'il y a beaucoup de domaines des maths où on refuse la personnification des objets. Mais merci pour cette idée. Ah. Ouais. Si vous voulez parler, levez la main. D'accord. Monsieur, vous avez dit une onde, c'est ni une onde, la lumière, c'est ni une onde, ni un grain. Ouais. Mais c'est quoi alors? Alors, c'est les deux en même temps. C'est les deux en même temps. Alors, encore une fois, je vais être très honnête. Pour l'expliquer, il faudrait beaucoup plus de bagages mathématiques que ce que j'ai expliqué aujourd'hui. Ça fait partie de ce qu'on appelle la mécanique quantique, qui est une des découvertes principales en physique au XXe siècle. Alors, qu'est-ce que je peux dire? Je peux dire la chose suivante, c'est que quelquefois, on voit sur un lac ou sur une rivière, on voit une onde, c'est-à-dire l'eau vibre comme ça, mais l'onde est très localisée, c'est-à-dire qu'on voit quand même un paquet d'ondes qui se déplacent à la surface du lac ou de la rivière. Et donc, quelqu'un qui regarde les choses de loin, il va croire que c'est un objet qui se déplace sur la rivière. Donc, des fois, il y a des objets qui sont en fait des ondes. Et des fois, il y a des ondes qui sont en fait des objets. Et cette dualité particule-onde, désolé d'être très peu clair, c'est compliqué. Et je vais vous dire franchement, moi non plus, j'y comprends rien. C'est compliqué. Je crois qu'il n'y a pas grand monde qui y comprend. On dit toujours, si vous demandez à quelqu'un, si vous rencontrez quelqu'un qui vous dit qu'il comprend la mécanique quantique, c'est un menteur. Voilà. Je ne sais pas si c'est vrai. Oui? Du coup, est-ce que c'est Newton qui a créé la physique? Non, certainement pas. Newton est un très grand physicien, un très grand mathématicien. C'est lui qui a inventé les dérivés, les intégrales, mais il n'a pas fait ça tout seul. Et il est arrivé avec déjà derrière beaucoup de choses. Donc Newton n'a pas inventé la physique. Il a fait progresser la physique de manière extraordinaire, mais on ne peut pas dire qu'il a inventé la physique. Il y avait beaucoup de physiciens avant lui. Galilée, par exemple. Galilée, c'est quand même quelqu'un d'extraordinaire. Bonjour, donc on l'a vu dans votre exposé, les mathématiques ont joué un rôle important dans le développement de la physique. Mais du coup, avant, il n'y avait pas de mathématiques. Est-ce que pour plus tard, on peut imaginer une physique sans mathématiques ou même un développement de l'optique sans mathématiques? Enfin, du coup, comment vous le pensez? Est-ce qu'elles vont tendre à se mathématiser davantage ou au contraire? Vous parlez à un mathématicien, donc j'ai envie de dire que s'il n'y a pas de mathématiques, il n'y a rien. Oui. non, mais sérieusement, non. Il y a de la mathématique partout, donc une physique sans mathématiques me semble pas possible. Enfin, je crois, parce que je dis, il me semble. Je pourrais demander à d'autres. Je parle juste dedans, t'as rien à faire. Attends. Est-ce que vous avez autant de difficultés que nous quand on était à l'école ou quoi? Vous voulez une réponse honnête? Oui. J'ai toujours adoré les maths. Comment? J'ai jamais eu de difficulté en maths. Ah, ça doit être inné en fait. Non, je ne sais pas. Non, je n'irai pas jusque-là.
Non, vous me demandez si j'avais quand j'étais en terminale, j'avais aucune difficulté. Je ne vais pas dire le contraire, c'est la vérité. Ouais. Désolé. Plus de questions? C'est bon. Bien, merci à tous. On remercie encore.